Merci à tous les deux. Je salue nos autres invités institutionnels qui sont là devant moi. Les maires du Pays de Fayence, Patrick de Clarens, Bernard Henry, René Bouchard, Jean-Yves Huette, Camille Bouge. Je dois vous présenter les excuses j'ai oublié le prénom du maire de Tanneron, Michel Félix. Vous voyez, on a beau avoir des heures de route, il y a des trous noirs de temps en temps. Ainsi que les excuses de M. Philippe Schreck, député de la 8e circonscription, qui m'a appelé tout à l'heure et qui a dû renoncer au projet de venir nous voir pour des raisons d'imprévu. Je voudrais accueillir avec vous le monde associatif qui est largement représenté ce soir, les représentants des autorités civiles, religieuses, militaires. Je voudrais aussi remercier le monde économique, dont on parle finalement pas très souvent, parce qu'il y a parfois des petites musiques tendant à mettre les activités économiques un petit peu au second plan. Moi, je voudrais rappeler que dans un pays libre, et où l'économie n'est pas administrée, ce sont les entreprises qui créent des emplois et qui créent des richesses. Et je voudrais encourager tous les Calianais qui entreprennent. On m'a soumis il y a quelques jours un projet agricole extraordinaire. J'espère qu'il se réalisera et qu'on pourra en parler l'année prochaine. Mais enfin voilà, il y a des forces vives dans ce territoire et on en est très heureux. De manière générale, nous autres élus, malgré tous les efforts que nous pouvons faire, nous avons toujours un peu de mal à savoir vraiment entendre et écouter la société civile. On espère que ça fait partie des choses qui s'arrangeront cette année. Les vœux que je vous présente ce soir, je vous les présente au nom d'un conseil municipal que vous avez élu il y a presque 3 ans, mais que vous n'aviez jamais eu l'occasion de rencontrer sous cette forme et dans le cadre de cette cérémonie. Je voudrais donc vous rappeler qui est élu à Calian et vous présenter le conseil municipal par ordre alphabétique. Alors, à tout seigneur, tout honneur, l'ordre alphabétique met à l'honneur Jean-Luc Antonini, premier adjoint au maire. Je vous préviens, il y en a 20, alors si vous applaudissez le premier... Madame Pascal Auguet, maire adjoint. Madame Cécile Autran. Monsieur Nicolas Banis, conseiller municipal délégué. Je connais bien l'endroit parce qu'il y a l'occasion de sévir à côté avec Patrick pour une association du Feu de Dieu qui a des résultats extraordinaires. Bravo à tous les deux. Monsieur Jacques Béranger, maire adjoint. Dans les baies, ils sont tous maires adjoints. Jean-Christophe Bertin, maire adjoint. Sandrine Buiron, qui n'est pas maire adjoint, mais ça peut venir. Jean-Christophe Chautard est en retard et m'a envoyé un petit message tout à l'heure. Aurélie Courant, conseillère communautaire. J'ai un peu l'impression de faire la répétition d'un spectacle de majorette, c'est pas mal. C'est pas à propos d'Aurélie que je dis ça. Corinne Guignon, adjointe au maire. Monsieur Timothée Koenig, il est pas mal à l'applaudimètre, lui. Madame Céline Pellissier. Madame Christiane Tanzi, maire adjoint. Et Monsieur Philippe Vercher. Je vous présente les excuses de nos autres collègues qui sont, pour 3 d'entre eux, malades et pour 3 autres d'entre eux, pris par des obligations professionnelles. On a beaucoup d'actifs dans ce conseil municipal. J'ai beaucoup de remerciements à formuler ce soir. Dans l'ordre un peu chronologique, je voudrais d'abord vous remercier pour nous avoir élus. Je sais bien que c'était de drôles de circonstances et une drôle d'année, mais enfin, on vous doit néanmoins quand même des remerciements, même s'il n'y avait qu'une seule liste, mais c'est pas parce qu'il y avait le Covid qu'il n'y a eu qu'une seule liste, puisque la date de finalisation des listes était bien antérieure à celle de l'épidémie. Bref, on a bien compris qu'il y avait eu un certain nombre de votes blancs, on a bien compris la signification de ces votes blancs, et on n'oublie pas d'avoir à représenter autant que possible tous les Calianais dans leur ensemble. Je voudrais aussi vous dire que le premier confinement, qui a été une épreuve inédite dans l'histoire, nous a permis de constater que le peuple français, qu'on désigne assez souvent comme un peuple indiscipliné et râleur, est quand même capable de faire de grands efforts quand on le lui demande, et que nous les avons tous faits ensemble. Je connais beaucoup de familles et de couples pour qui ça a été très compliqué, notamment le premier confinement. Donc je vous devais aussi ces remerciements, parce qu'il faut savoir prendre en compte ce que les uns et les autres savent faire. Je voudrais vous remercier aussi pour la compréhension, parce qu'il n'y a pas eu de trop forte polémique, la compréhension dont vous avez su faire preuve lorsque nous avons dû prendre la décision inédite depuis 12 ans d'augmenter, de relever les taux de taxes foncières en vue du projet d'école dont je vais parler dans quelques instants. Et puis, et là je pense que je parle au nom de tous mes collègues, je voudrais vous remercier
pour les efforts qui ont été ceux de tous les habitants du pays de Fayence en général et ceux de Cagnan en particulier, au moment où les restrictions d'eau ont fait appel au civisme de chacun. Et là, on a vu que le civisme, c'était pas mort. Et on a vu que tous ensemble, on arrive quand même à faire des choses. Et en l'occurrence, à passer le cap, c'est-à-dire à franchir l'été et le début de l'automne sans les coupures que nous avions vraiment redoutées. Et puis j'ajouterai encore un remerciement, c'est votre participation au recensement, nous l'avons fait il y a 11 mois. Le résultat, c'est 3794 Calianais, ça fait beaucoup. Si j'ajoute à ça les 50 foyers, et je le regrette, qui n'ont pas voulu donner suite à cette démarche de recensement, c'est vrai qu'il y a certaines questions qui peuvent paraître un peu intrusives. Et puis le fait que tout ça a été fait il y a presque un an et que depuis il y a eu du flux, je pense qu'on peut considérer qu'on est entre 3950 et 4000 Calianais, ce qui est un nombre considérable et qui crée pour nous un certain nombre de responsabilités. Les vœux, alors c'est pas la dernière diapo, mais je vais être court, d'ici moins de 20 minutes j'aurai terminé. Les vœux que je vous présente ce soir, je voudrais les placer, malgré les crises qui ont à juste raison été rappelées, sous le signe autant que possible de la légèreté, ou en tout cas, parce que quand la légèreté est toute seule et qu'elle oublie le contexte, elle est un peu inconsciente, mais au moins sous le signe de la résilience. Parce que même quand elle est contrariée, cabossée, la vie retrouve toujours des espaces pour se déployer. Et c'est un peu l'histoire de nos 2 ou 3 dernières années ensemble. Voilà, mes vœux sont des vœux pour la résilience. Je sais que d'habitude c'est René Bouchard qui parle de résilience. Ce soir, c'est moi. Le Covid a bouleversé beaucoup de choses dans nos vies, dans notre civilisation. Du point de vue institutionnel, il a achevé d'éroder, si c'était possible, le crédit qui pouvait rester à la parole publique, qui a beaucoup souffert dans cette affaire, à la parole institutionnelle, mais aussi à la parole journalistique, mais aussi, et c'est peut-être encore plus grave, à la parole médicale. Le résultat a été le règne d'un certain complotisme, le règne des fake news propulsés par les réseaux sociaux, et une certaine hystérisation de la vie publique que nous avons, à un moment aussi de notre histoire locale, un peu vécu en pays de Fayence. La place, parce que je pense que ce contexte fait en sorte, René l'a dit d'une certaine manière, la place de l'élu local est à repenser. Au quotidien, nous nous étions vécus, tous, les maires, les élus locaux, comme des dynamiseurs de territoire, des managers, des bâtisseurs. Et voilà que nous nous sommes retrouvés aussi comme des écoutants, comme simplement des protecteurs de notre territoire, et comme aussi ceux qui étaient chargés de trouver ou de retrouver du lien, pour faire commune, comme quand on dit qu'on fait société. Si c'était si évident à faire, il n'y aurait pas, comme le dit ce sondage du Parisien qui a été pratiqué pendant le Congrès des maires en novembre dernier, il n'y aurait pas 55% des maires qui ne veulent plus se représenter. Il n'y aurait pas, comme la nôtre d'ailleurs, 3000 communes avec une seule liste aux élections municipales. C'est donc que c'est spécialement difficile, ça ne nous dispense pas d'avoir à le faire, mais ce que je voudrais dans ce deuxième tiers de mon intervention de ce soir, c'est mettre à l'honneur et adresser un certain nombre de remerciements, tout ce qui montre que qu'à un cas, et aussi bien que possible, la vie reprend. Peut-être pas absolument tout à fait comme avant, parce que rien ne sera tout à fait comme avant, mais le plus possible. Cette salle en est un beau symbole parce qu'elle accueille toute la semaine énormément d'activités associatives, énormément d'événements. Elle est aussi le symbole de tous les moyens que la commune, moyens matériels, moyens humains, que la commune essaie de mettre en œuvre pour accompagner ce monde associatif et toute la vie qui va avec. Nous nous réjouissons d'avoir un nouveau conseil municipal des jeunes qui est élu. Le conseil municipal des moins jeunes que nous formons, mes chers collègues, va les accueillir d'ici quelques semaines pour renouer avec un dialogue normal et mutuellement profitable. Je voudrais remercier, parce que là c'est vraiment l'équipe d'élus qui a pris en main cette chose-là. L'équipe municipale a organisé à Pâques une chasse aux œufs qui a fonctionné du feu de Dieu. Donc je voulais rendre hommage à tous ceux qui ont donné de leur temps et de leur force pour bâtir cette chose-là. Je voudrais remercier, je sais qu'elle est là, Laura Diamore, avec le service jeunesse. Je voudrais la remercier pour le succès du centre aéré de la LSH, la popularité de ses activités et de ses sorties, et pour l'extraordinaire, j'ai pas peur des mots, succès de la soirée Halloween qui nous a même carrément pris de court tellement ça a été une déferlante. Donc je voudrais remercier Laura, si on pouvait l'applaudir, ça nous ferait bien plaisir. Merci.
Nous avons pu, et j'y attache le même prix, comme je vous l'ai dit en préambule, qu'à cette réunion, qu'à cette cérémonie des vœux, nous avons pu pour la première fois depuis 3 ans réunir les nouveaux arrivants. Il m'a toujours semblé que dans une commune, et c'est vrai depuis longtemps pour la nôtre, dont la population augmente vite et change vite, ça avait une importance particulière et c'est comme ce soir, une occasion de plus d'être dans cette commune, pas simplement des consommateurs d'espace et des consommateurs de services juxtaposés les uns aux autres, mais d'interagir un peu, de se connaître et de pratiquer, de former ces liens qui disent qu'on vit ensemble et qui disent qu'on a un sentiment d'appartenance avec la collectivité. Je voudrais remercier, il est là, le président Jérôme Dufour, avec le comité des fêtes. Là aussi, oui, vous pouvez y aller. Notamment, parce que ce n'est pas la seule chose qu'ils ont faite, mais pour le succès retentissant de la fête de l'Andouillette. Alors les dieux de la cochonaille étaient avec nous parce qu'il a fait beau, mais j'ai rarement vu le village noir de monde comme ça. C'était l'un des premiers signes de résurrection de cette villa. Je voudrais remercier particulièrement Jean-Christophe Bertin et Philippe Vercher qui sont là pour le changement de braquet de nos cérémonies patriotiques. J'y suis très attaché aux cérémonies patriotiques parce que je considère que le devoir de mémoire et la conscience historique, on a tous plus ou moins ici ou en tout cas dans le Conseil, quand on passe dans les allées du cimetière, il y a nos noms gravés sur les pierres, parce qu'on est d'ici, nous aussi. Donc je pense que cette mémoire-là, elle fait justement partie, c'est pas qu'un spectacle, une cérémonie patriotique avec du monde, et heureusement, c'est le devoir de mémoire, et c'est aussi une autre façon de cultiver ce sentiment d'appartenance dans une certaine solennité. Je voudrais remercier Graziella, la très jeune retraitée, et Chloé. J'ai trop de mémoire ce soir, c'est l'âge, hein, ça va de moins en moins bien. Chloé de Bouter, récemment appelée à un autre destin pour avoir pérennisé le succès des fenêtres de Noël et souhaiter bon courage à Virginie et à sa nouvelle colistière Elisa pour les années à venir. 2 nouvelles pour finir ce passage. D'abord, les collégiens de Calian resteront tous au collège de Montauroux. C'est une nouvelle récente, c'est une démarche de sectorisation que j'avais entamée avec le département avant la fin de mon mandat et qui a été poursuivie par nos successeurs et qui arrive aujourd'hui à sa conclusion. Donc, pour équilibrer et stabiliser les effectifs des 2 collèges, les collégiens de Bagnols-en-Forêt, monsieur le maire, vont aller à Fayence et non plus à Puget. Les collégiens des Adrets de l'Estérel vont aller à Mandelieu et non plus à Montauroux. Et le conseil départemental considère, et je m'en réjouis, que pour un horizon de 5 à 10 ans, cette hypothèse-là stabilise l'effectif de 2 collèges. Donc je m'en réjouis parce que je sais pertinemment que ce dénouement-là est vraiment celui qui était souhaité de façon écrasante par la communauté éducative de Calian. J'ai le plaisir aussi de vous dire, parce qu'il est vrai que 4000 habitants, c'est pas plus forcément la même attente en termes de police municipale que 1500. Nous aurons la joie ce printemps d'accueillir 2 nouveaux policiers municipaux. On a eu la chance de pouvoir recruter 2 personnes très expérimentées, avec un gros bagage et beaucoup de qualité, de manière, toujours bien sûr sous l'autorité de notre chef actuel de police municipale, là aussi à changer de braquet. Le respect de l'état de droit et du régalien, ça compte aussi, même dans une petite commune. Nous aurons cette année, puisque aussi ahurissant que ça puisse paraître, dans 3 mois, on est à mi-mandat. On ne l'a pas vu passer, mais c'est comme ça. Donc nous allons nous proposer de vous soumettre le principe d'une réunion, comme on l'avait fait, je crois, lors du mandat précédent, de manière à faire le point, parce que ce soir, ce n'est pas un débat, c'est un monologue, mais il faut aussi qu'il puisse y avoir un débat, de manière à vous dire où on en est, et puis je pourrais ainsi vous parler de choses qui ont été faites en 2020-2021, alors que là, ce soir, je me suis donné pour règle de ne parler que de l'année qui vient de s'écouler. De la même manière, nous n'avons pas oublié le repas des anciens. On a ajourné sa version hivernale pour cause de grippe et de bronchiolite, et on va tenter une version estivale pour voir si c'est ce qui est préféré ou pas par les uns ou par les autres. Dans ce 3e tiers de mon intervention de ce soir, je voudrais faire le point avec vous de ce que nous avons fait, de ce que nous sommes en train de faire et de ce que nous allons faire pour que notre commune relève les défis de demain.
Il y a une première chose qui me tient énormément à cœur, c'est d'ailleurs ma délégation communautaire et un dossier que je portais aussi quand j'étais au département, c'est que Calian est dorénavant complètement fibré. 2500 prises alors que 2200 seulement étaient prévues ont été construites. C'est aussi le signe que le développement démographique dépasse toutes les prévisions. Sur ces 2500 prises, près de 1180 à l'heure où je vous parle, c'est-à-dire plus de 45%, ont trouvé preneur au sens où il y a 1180 foyers calianais abonnés à la fibre. Alors c'est un résultat spectaculaire parce que ce qu'on appelle le taux de pénétration, je ne sais pas pourquoi on appelle ça comme ça, mais c'est comme ça que ça s'appelle, est normalement de 30 à 35%. Chez nous, il est au-dessus de 45%. Je m'en réjouis pour plein de raisons. Non seulement pour la facilitation des loisirs, du télétravail, pour le gain de productivité des entreprises, mais aussi parce que j'ai toujours considéré que quand on arrive dans la ruralité, on pouvait avoir le sentiment qu'on s'éloigne toujours plus des services publics. Et là, en l'espèce, on a affaire à un service public qui vient chez vous et qui est de même qualité en ville qu'ici. Donc je pense que c'est de nature aussi à diminuer un peu ce sentiment de déclassement qu'on est bien obligé de considérer par ailleurs comme un fait sociologique qui s'impose à nous et qui s'exprime aussi électoralement. Chaque année, nous consacrons 120 000 € à l'entretien des chemins. Pour l'année 2002, ça a été le chemin des Villards, le chemin du Charron, le chemin des Morts pour partie, le chemin des Thouars qui en avait bien besoin. Je sais qu'il y en a d'autres qui en ont besoin, ne vous inquiétez pas, vous me le direz tous après, je noterai, mais on sait. La montée de la chapelle dans le village, le mur du Baou, ça c'est vraiment tout récent, la photo doit dater de 3 jours. La mise en place d'un stationnement pour un véhicule électrique au château Goergue. Et puis, de la même manière que nous avions l'an dernier aménagé le carrefour Agora, nous avons cette année, avec nos collègues et amis de Tourette, aménagé le rond-point de Tirbeuf. Il fallait aussi accompagner le développement de notre zone commerciale, de manière à ce que l'arrivée de nouvelles enseignes n'empêche pas la circulation de se faire, d'où l'aménagement d'une voie de délestage et d'où l'aménagement de ce qu'on appelle entre nous le haricot, c'est-à-dire l'élargissement de l'accès à cette zone commerciale. En 2023, le même budget va être consacré à 2 grands chemins bien sinistrés, le chemin du Grand Pinet et le chemin des Crotons. Je parle sous le contrôle de Jean-Christophe, mais je crois que c'est ça. Nous allons également modifier le mode de chauffage de cette salle des sports qui va devenir plus développement durable. Et puis, si nous avons les subventions de l'État, c'est ça que veut dire le sigle barbare DETR, nous pourrons entamer dès cette année notre programme de pluvial au quartier des Morts et au quartier des Plaines de Mireur. 4000 habitants, dont beaucoup sont de jeunes couples avec des enfants en bas âge ou avec le projet d'en avoir. C'est une montée en charge dans la jeunesse. C'est le prisme par lequel, d'ailleurs, Camille a l'autre jour prononcé ses vœux à Tourette. J'en suis au même point, pour des raisons sociologiques qui sont les mêmes. Donc, la photo ici montre la Mama Bulle, c'est-à-dire une structure privée qui offre une quinzaine de places. Nous avons connaissance aussi notamment d'un autre projet privé sur le point de se concrétiser et nous réfléchissons de notre côté avec notre DSP associative, avec l'association MAMI qui arrive à terme à la fin de l'année 2023, à rajouter nous-mêmes une quinzaine de places dans un autre lieu dans la plaine, si tant est que tout cela ne fasse pas trop. De ce point de vue-là, je voudrais vraiment remercier Madame Jessie Allard qui, à la communauté de communes, travaille dans la difficulté, parce que c'est jamais très simple, vu la brutalité des mouvements, des flux auxquels nous sommes soumis, de jauger l'offre et la demande, d'essayer d'harmoniser tout ça entre les communes et à l'intérieur des communes. Et puis, à plus forte raison, la montée en charge de la prise en compte de l'enfance, c'est le navire amiral de ce mandat, qui peut-être n'apparaissait pas forcément comme une fatalité en 2020, mais qui l'est devenu. Entre-temps, c'est la nouvelle école, donc c'est un très gros projet. Après concertation avec la communauté éducative locale, nous avons décidé de descendre les classes d'élémentaire. Les classes de maternelle vont rester dans le centre-village. Nous allons installer cette école, si nous y arrivons, dans le quart sud-est du quartier Tirbeuf. En ce moment, nous en sommes à la déclaration de projet, qui est la formalité juridique urbanistique par laquelle on met en place le zonage de ce terrain. Et si ça fonctionne, on peut espérer viser la rentrée scolaire 2025, peut-être plus tard si les choses sont compliquées. C'est un gros projet au nom duquel nous avons
à désendetter notre commune à marche forcée parce qu'il va falloir la réendetter. Donc je voulais saluer le travail du groupe de travail qui est formé, dirigé notamment par Jean-Luc et par Jacques, et qui a donné à nos finances la capacité d'encaisser un projet comme celui-là. Toujours dans les équipements nécessaires, et celui-là a été prévu et promis de longue date, je pense que c'est pour cette année, il est évident que notre village a besoin d'un nouveau parking. Je sais très bien que la plupart de ceux qui y habitent se demandent chaque soir en arrivant comment ils vont faire pour se garer, et je ne vous parle même pas de l'été. Donc nous avons pu mettre la main sur un terrain qui est en contrebas de la place Saint-Roch, et nous avons bon espoir de pouvoir mettre en service avant l'été un parking de 42 places qui devrait quand même rendre quelques services. Vous sentez tous bien en voyant la circulation sur les chemins, en entendant parler des problèmes d'eau et à toutes sortes d'autres signes qu'on ne peut plus continuer comme ça. On ne peut plus continuer sur les bases que la loi Allure, qui vient d'au-dessus de nous, a imposé, notamment à des communes comme Montauroux, Calian, Bagnols, un peu Tourette, peut-être un peu moins Fayence, mais c'est un mouvement général. Donc, nous avons mis en route une révision de PLU qui doit aboutir cette année, pendant cette année 2023, et qui a pour vocation de limiter au minimum la subdivision des terrains, sans pour autant empêcher ceux qui sont déjà propriétaires et qui ne veulent pas diviser leur terrain, mais agrémenter un bien existant, de pouvoir le faire. Voilà, nous espérons avoir terminé cette démarche au courant de l'année 2023. Le PADD a été passé l'été dernier. C'est une démarche qui avance bien et qui fait l'objet d'une concertation publique qui me paraît satisfaisante dans sa teneur. Difficile de parler d'urbanisme sans parler de l'eau. D'abord parce que la crise de l'eau a fait naître fait fleurir un certain nombre de commentaires critiques sur l'urbanisme. Oui, comment, quoi ? Vous vous étonnez qu'on n'ait plus d'eau, mais avec tous les permis que vous donnez, inconscients, imprévoyants que vous êtes, vous tous, les élus, etc., etc. J'aimerais quand même vous rappeler, d'abord que j'aimerais bien, s'il y en a qui ont la boule de cristal, je leur emprunte bien une semaine. Ensuite, je voudrais aussi rappeler que l'urbanisme, c'est pas, malgré un fantasme qui est très commun, très courant, c'est pas l'humeur du maire, c'est pas la tête du client. On fait pas ce qu'on veut. C'est l'application de règles. Je vois mes collègues hocher la tête en disant oui, là, ce que je dis est simplement la réalité objective des choses. Donc, figurez-vous que les maires que nous sommes sont pris dans un conflit de règles, parce que d'un côté, vous avez des règles, la loi Allure sont des lois qui visent à épanouir l'accès à des logements accessibles. Et on peut comprendre pourquoi, c'est pas si facile de se loger. D'un autre côté, nous avons aussi et en même temps la charge de protéger les milieux, la biodiversité, de protéger notre ressource en eau. Et il ne faut pas être grand clair pour constater que ces deux règles sont prises dans un conflit. Aujourd'hui, et je prends à témoin mes collègues maires qui sont là, si nous voulons refuser un permis au motif qu'il n'y a plus d'eau, on prend un très gros risque juridique. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un dépose un permis dans une zone U, c'est-à-dire urbaine, cette zone, par définition, si elle est en zone U, c'est qu'elle est censée être équipée. Donc devant le juge, on nous dira, et c'est déjà le cas, puisque la commune de Calian a refusé des permis qui font l'objet de contentieux, le juge nous dira, monsieur le maire, je ne veux pas savoir si vous avez de l'eau ou non, votre responsabilité, c'est d'en trouver, c'est d'en avoir, puisque vous êtes en zone U. Donc, je voulais quand même d'abord vous dire que la situation, elle n'est pas si simple, elle n'est pas si manichéenne que ça. J'avais deux autres remarques à faire sur l'eau. Moi, je crois qu'on trouvera d'autant mieux les bonnes solutions dans les années qui viennent qu'on saura dépolitiser ce problème de l'eau. Il a beaucoup servi en d'autres temps, et notamment à la fin du mandat précédent, beaucoup plus à diviser qu'à unir. Et moi, je voudrais qu'il nous unisse. J'entends des discours de vœux où on nous dit il faut éviter les polémiques, il faut travailler tous ensemble. Ça me va très bien. Il ne faut pas que dans les mêmes discours, on cède à la tentation de la petite musique récurrente qui consiste à dire « Oh, comme on est bien organisé aujourd'hui et comme avant, c'était moins bien ». Je crois qu'on n'a pas à diviser le territoire entre l'avant et l'après, entre les uns et les autres, si on prétend vraiment l'unir, en tout cas. Moi, je vous dirais les choses exactement comme je les ressens, parce que j'ai beaucoup travaillé en d'autres temps sur cette question de l'eau. Pendant 20 ans, une équipe dirigée par Jean-Marc Léautier et Jean-Marc Guériel, que je salue, a tout fait
pour qu'on ait de l'eau. Depuis 2020, une équipe, dirigée par Éric Martel, que je salue, a tout fait pour qu'on ait de l'eau. Voilà une présentation qui me paraît simple, technique et non polémique des choses. J'ajoute qu'on est loin d'en avoir terminé avec cette difficulté, parce que la question maintenant est de savoir si nous aurons de l'eau l'été prochain. Les quelques pluies qui se produisent font réagir la rivière Siagnole de façon satisfaisante, mais pas les nappes dans lesquelles pompent les barrages de Tassy et de la Barrière. Au fond, même si c'est très bien de s'organiser, ce qui fait qu'on aura de l'eau ou pas l'été prochain, c'est assez secondairement, voire pas du tout, la question de savoir si on est organisé en SEM, en SPL, en régie, si on a transféré la compétence ou pas, si on a une maison de l'eau ou pas. C'est surtout de savoir s'il va pleuvoir ou pas. Première condition. Deuxième condition, et c'est une chose sur laquelle j'attire votre attention à tous parce que je trouve que cette considération-là, qui est fondamentale, est trop absente du débat. Même à admettre que le volume de pluie soit suffisant, il y aura bien un jour à mettre sur la table une question qui certes est très difficile, mais dont on parle pour l'instant trop peu à mon goût, c'est celle du partage. Aujourd'hui, les droits, ce qu'on appelle les droits d'eau, ce que chaque collectivité, chaque commune, chaque intercommunalité est en droit d'attendre, ces chiffres ont été déterminés par des textes qui datent, pour la plupart, d'entre le deuxième tiers du 19e siècle et les années 1960. Ça nous renvoie à une époque où le pays de Fayence avait 2000 habitants, 3000 habitants et pas 30 000 comme aujourd'hui. Ça nous renvoie à une époque où on était entre le quart et le cinquième de Fréjus ou de Saint-Raphaël, alors qu'aujourd'hui, notre population totale tangente les leurs. Il est évident que ces droits d'eau sont obsolètes. Il est évident qu'il n'y a pas de règlement pérenne de cette question de l'eau sans qu'à un moment l'État, parce que je ne vois pas qui d'autre peut le faire, renverse la table et dise quelle est aujourd'hui notre situation à partir de deux questions simples. Premièrement, parmi l'eau disponible, qu'est-ce qu'on garde pour les activités humaines et qu'est-ce qu'on garde pour le vivant, toute la sphère du vivant. C'est quand même la question de demain et d'après-demain, il n'y a rien à faire. Il y en a que ça agace, mais c'est quand même comme ça. Deuxièmement, dans ce volume qu'on destine à l'activité humaine, qui a droit à quoi? Moi, ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'un jour, cette démarche-là, qui pourrait être faite par la commission locale de l'eau, mais c'est vraiment un très gros dossier, soit menée, et j'en appelle de ce fait à une vision de nos relations avec les communes littorales qui ne soit pas une vision de rupture, mais qui soit plutôt une vision de collaboration, parce que nous aurons bien besoin à un moment, sur ce sujet, de nous entendre pour finir par solutionner le problème. Je ne peux pas vous parler ce soir sans dire un mot, mais bref, du projet Fonsante. C'est un projet qu'il y a quelques années nous avons porté à plusieurs, voire ensemble, que je porte aujourd'hui seul puisque je suis engagé dans un bail que la commune de Calian assume aujourd'hui seule. La deuxième version du projet a été soumise au service de l'État en octobre. La chose n'est donc plus entre nos mains, mais entre les mains de l'État. Je n'attends qu'une chose, c'est que l'État se prononce, sans doute dans le courant de l'année. Si c'est d'intérêt général, ça se fera. Si ça n'est pas jugé d'intérêt général, ça ne se fera pas. Et dans tous les cas de figure, ça me fera un peu des vacances parce que je fatigue. Et au moins, on pourra un peu parler d'autre chose. Je terminerai mon intervention de ce soir par deux remarques sur notre intercommunalité. La première, c'est simplement rappeler un simple constat. Il y a, en pays de Fayence, un certain nombre d'élus, je suis de ceux-là. Il y a une fraction de la population qui me paraît significative, j'en fais partie, qui n'épouse pas forcément la conception de l'intercommunalité telle qu'elle est pratiquée par la gouvernance communautaire aujourd'hui. C'est pas grave, il y a le jeu de la majorité et de la minorité, et moi j'exerce ma délégation de façon loyale. J'en dis pas plus ce soir parce qu'on n'est pas là pour en débattre. Il y aura d'autres lieux, d'autres temps pour ça. Deuxième remarque, et dernière, je suis, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le complotisme, sur l'hystérisation, moi je suis convaincu que le débat public local, et je pense que le dossier Fonsante en est un bel exemple, pourrait souvent gagner, mais gagner franchement, en rationalité et en sérénité. Donc le vœu communautaire que je formerai pour l'année prochaine, et en cela je me conforme aux paroles de mes collègues sur l'harmonie que nous devons
instaurer ou retrouver, c'est que cet échange puisse se faire dans le cadre de la rationalité et dans le cadre du respect de l'état de droit. On ne peut pas, à mon sens, même si c'est dans un moment d'excès, même si c'est pour faire plaisir ou donner des gages aux plus radicaux de ses soutiens, on ne peut pas faire l'apologie de l'insurrection, faire l'apologie de la violence physique, parce que l'état de droit, mes chers collègues, mesdames et messieurs, c'est ce par quoi nous sommes là et ce pourquoi nous sommes là. Je conclus donc ces vœux en vous remerciant pour votre écoute et votre patience, en vous souhaitant à tous une année qui soit conforme à vos espoirs, à vos attentes, à vos intérêts, et surtout une année qui soit aussi résiliente que possible. Une très 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 belle année à vous tous. Merci.